bonjour à tous, bienvenue sur le 19e Insta Live de Dare Woman où nous avons la chance ce soir de partir à des milliers de kilomètres de Paris puisque nous partons à Beyrouth. Ce soir, nous avons le plaisir de retrouver une Dare Woman franco-libanaise, elle s'appelle Bénédicte Moubarak. Elle est à Beyrouth et c'est de Beyrouth qu'elle va nous parler, nous raconter son chemin de vie et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent chez Dare Woman pour un live en direct de Beyrouth. Hello. Salut Bénédicte. Salut Frédéric, ça va, oui. Ça marche bien. Donc, tu es à Beyrouth. Hein, tu nous Et parles, oui, je suis à Beyrouth. En direct du Liban. Tu vas nous avant d'attaquer ta vie, donc je disais qu'on allait apprendre beaucoup de choses sur un chemin de vie qui est très singulier, parce que ce que tu as vécu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le vivent, et on verra la notion, ce que tu disais, ce que c'est qu'un chemin de réussite, qui n'est pas forcément celui auquel on s'attend. Alors, Bénédicte, c'est un concentré de Dare Woman. Vous allez voir, parce que Dare Woman, il y a de l'inclusion, il y a de la générosité, il y a du réseau, il y a des voyages, il y a du sens, et Bénédicte, c'est tout ça. Donc, c'est assez extraordinaire. Avant de parler de toi, tu nous donnes un petit peu le sentiment de ce qui se passe la température de ce qui se passe à Beyrouth. Alors, À Beyrouth. À Beyrouth, juste avant, Bénédicte, et vraiment remercie le réseau, est partie avec et des médicaments et de l'argent qui a été fait par une collecte des Dare Woman. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué. Tu peux peut-être en dire deux mots. Ce n'est pas l'objet, mais rapidement, tu as été dans deux dispensaires. Je te laisse dire deux mots là-dessus et nous donner la température de Beyrouth aujourd'hui et après on attaque sur toi, Bénédicte. D'accord, ok, merci de me recevoir là, c'est vraiment très sympa et je suis ravie d'être là. Et effectivement, le fait d'arriver déjà avec 50 kilos de médicaments à Beyrouth, c'était extraordinaire parce que je savais que ça serait difficile, hein, l'atmosphère, l'ambiance ici. J'étais là juste après l'explosion et pendant l'explosion, donc je sentais qu'il y avait j'ai vécu l'explosion, donc je savais que ça serait difficile, mais je ne m'attendais pas à trouver... à être dans une ambiance aussi déprimante en fait, et j'ai senti pour la première fois que les Libanais étaient profondément atteints au cœur d'eux-mêmes. Donc évidemment il y a l'histoire du corona, ça on n'est pas épargné, mais si c'était que ça serait extraordinaire. Oui, ce qu'il faut replacer, peut-être Bénédicte, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le 17 octobre 2019, la révolution libanaise a démarré, donc il y a un peu plus d'un an, a plongé le pays dans un marasme économique. Il n'était déjà pas très bien en point, mais ça s'est accentué. C'était quand même très compliqué la fin de l'année 2019 et l'année 2020, oui, par-dessus l'explosion du 4 août et par-dessus la Covid. Donc là, vous êtes en lockdown, là, vous êtes en confinement, vous aussi. Alors, on a terminé le confinement. Il y a eu une espèce de confinement de 15 jours, donc un petit peu bâtard. Mais c'est pas grave parce que la situation économique est tellement fragile et catastrophique que je pense que le gouvernement, pour peu qu'il existe encore un gouvernement dans ce pays, n'avait pas les moyens de dire encore au commerce restez fermés jusqu'à Noël, parce que ça aurait plombé le moral des Libanais qui est déjà vraiment à son plus bas. Donc c'est vrai que ça a été extraordinaire de venir avec 50 kilos de médicaments et les distribuer à des dispensaires. J'ai pu voir combien c'était nécessaire, parce qu'ici on manque de tout, y compris de Panadol. Bon, bien sûr, il reste encore quelque chose, hein. On n'est pas arrivé au fond du trou, mais je pense qu'on y va assez rapidement. Il reste encore des choses, mais il y a plein de mouvements qui sont... Enfin, les pharmacies mettent des choses de côté, où les gens achètent en prévision de la peur de ne pas pouvoir trouver plus tard. Donc tout ça fait qu'il y a effectivement un manque de matériaux, enfin de matières premières au Liban, et notamment de médicaments. Et puis surtout l'inflation et la dévaluation de la livre libanaise font que le pouvoir d'achat des Libanais a complètement dégringolé. Pour vous donner une idée, quelqu'un qui a un salaire moyen par exemple de $1000 se retrouve aujourd'hui avec 20 à 25% de ce salaire à peu près. S'il le convertit en livre libanaise.
Ça équivaut Voilà, à donc 200 $, quoi. Non, voilà, c'est pas pour le Liban, ça va pas, ça va pas. Et comme il y a une inflation, il faut qu'on continue à parler du Liban. C'est aussi pour ça voilà, que tu es là ce soir. oui. Que nous, on va, avec Darwomen, c'est pas le sujet ce soir, mais on va mettre en place un programme pour aider des chefs d'entreprise libanaises Ça, c'est des mois de super. janvier. Donc avec Zena là, qui nous a rejoint et qui est là ce soir aussi de Beyrouth, qui est la présidente de Darwomen Liban, Moyen-Orient. Donc voilà, ne pas oublier le Liban, surtout ne pas oublier. Il y a eu beaucoup d'informations après l'explosion au mois d'août, au mois de septembre, un petit peu moins maintenant. Donc nous, on veut continuer à parler du Liban. C'est un pays très important et vraiment, c'est vraiment dur. Oui, puis il faut penser que cette explosion du 4 août, ça a été un espèce de traumatisme absolument incroyable dans lequel les Libanais sont en plein dedans. Ils ne s'en sont pas du tout sortis. Ça fait 3 mois pourtant déjà, donc il y a quand même des signes de reconstruction, bien entendu. Il y a des chantiers qui se montent un peu partout. Les Libanais sont rapides, hein, ils sont actifs, mais au niveau de leur morale, ça ne va pas du tout. Donc il y a déjà quelque chose de très frappant quand on est au Liban. Là, depuis 15 jours, ce que je vis absolument tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est qu'à chaque fois que vous revoyez quelqu'un, un ami, ou que vous rencontrez quelqu'un, ou même que vous prenez un taxi, que vous parlez avec votre chauffeur de taxi, il faut passer par l'épisode du 4 août. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dedans. Je pense que c'est pas mal, d'ailleurs, ça permet aux gens d'exorciser, mais c'est à la fois très douloureux, c'est en même temps très douloureux parce que c'est, bon, tu y étais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as souffert? Est-ce que tu as souffert dans ta chair, physiquement? Est-ce que tu as perdu quelque chose? Comment est ton appartement? Est-ce que tu as encore ton bureau? Est-ce que tu as encore ton travail? C'est toutes ces questions par lesquelles il faut passer. C'est absolument obligatoire, mais qui vous poignarde le cœur parce qu'il n'y a pas une histoire qui est anodine. Pas une, et chacun a quelque chose à raconter de poignant. Donc ça, c'est déjà très difficile de rentrer au Liban et de porter ça, et de faire en sorte que... Toi qui l'as vécu, parce que tu as vécu l'explosion dans ton appartement, hein, tu racontais que tu as vu les baies vitrées te passer des deux côtés de la tête, tu as été miraculé. Bonjour, il y a des gens qui me disent bonjour Chloé, il y a Zena qui me dit bonjour de Beyrouth, bonjour Zena. Quelqu'un me demandait l'autre jour à Paris, il me disait, mais est-ce que je peux imager et faire de comparaison à s'il y avait une explosion dans Paris? Alors tu vas me dire si c'est vrai. J'ai dit, bah, écoutez, c'est comme si en fait le Marais avait explosé, quoi. C'est tout le Marais, tout Saint-Germain qui a été détruit. C'est un peu le Ashrafieh, c'est un peu ces quartiers-là. C'est le cœur de la ville. C'est le cœur de la vieille. C'est comme si à Paris, voilà, il n'y avait plus de Marais et il n'y avait plus de Saint-Germain-des-Prés parce qu'en termes de taille, c'est quand même énorme ce qui a été détruit à Beyrouth. Donc on imagine qu'à Paris, ou même dans une ville comme on va dire Rennes, que je connais bien, c'est tout le centre-ville qui a disparu. Voilà. C'est ça, mais c'est peut-être plus que ça parce que c'est chaque Libanais qui a été touché dans son cœur et dans son âme par cette explosion, y compris tous les Libanais qui vivent à l'étranger et qui ont laissé leur famille et leurs amis sur place et qui sont aussi, je pense, frappés et aussi touchés émotionnellement parlant que les Libanais qui sont sur place. Bien donc sûr. Là, je parlais géographiquement, les gens se rendent pas compte, si tu veux, évidemment, et chaque Libanais a un ami ou quelqu'un de sa famille qui a été touché. Oui, exactement. C'est tout le temps, toute la diaspora. Donc voilà, ça nous fait d'autant plus plaisir de mettre Beyrouth à l'honneur ce soir en t'accueillant. Et ben on va démarrer avec toi, Bénédicte. Ok. Alors, Bénédicte, tu es née en banlieue parisienne, dans une famille assez classique, assez bourgeoise. Tu es l'aînée de 5 enfants. Tu fais des études de droit. Et là, alors, un papa, parce qu'on verra ta fibre artistique, un papa génie bricoleur, quand même des antécédents un peu artistiques dans la famille. Le père de Bénédicte a été quand même, je tiens à signaler, parce que c'est pas anodin, l'inventeur du tableau Excel. Alors, il n'a malheureusement pas déposé, donc il l'a inventé. Voilà, donc c'est quand même une fibre très... C'est un génie bricoleur, hein, ce que tu disais. Oui. Et très vite, tu fais droit à Paris, et très très vite, tu décides d'aller courir le monde. Et là, quand on dit courir le monde pour Bénédicte, c'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois, c'est pas 2 ans, c'est 10 ans. Pendant 10 ans, sac à dos, souvent seul, tu pars. Alors, on va pas citer tous les pays que tu as fait, on va s'arrêter sur deux événements assez forts, mais tu pars aux USA, tu pars au Brésil, tu pars en Asie, tu vas en Inde, tu vas aux Philippines, j'ai noté Calcutta, enfin bon, tu vas partout et cette espèce de soif de rencontres humaines, de soif de voyage, tu cherches sans doute un sens à donner à ta vie. Et là, à Calcutta, il y a 2 moments
frappants quand même dans tes voyages que tu m'as raconté, parce qu'ils sont quand même pas anodins. Il y en a un à Calcutta et il y en a un aux Philippines. Si tu es OK pour qu'on parle de ces deux-là. Pas de problème. Voilà. Alors, qui rencontres-tu à Calcutta? Tu fais quand même une rencontre extraordinaire. Écoute, oui, ces voyages, c'était vraiment une façon pour moi de me découvrir. Hein. Ça, c'est vraiment très, très important. D'ailleurs, c'est une chose à laquelle je pousse mes enfants et tous ceux que je connais à faire des voyages parce que c'est vraiment extraordinaire. Et je voulais toujours que dans chacun de ces voyages, il y ait une dimension un peu aventureuse, donc partir sac au dos comme une routarde, mais aussi qu'il y ait toujours une dimension sociale parce que d'abord, c'est un moyen extraordinaire de rencontrer les gens du pays, bien entendu. Et puis, c'est là aussi où on se confronte à des vraies réalités, sa propre réalité et puis la réalité des autres. La réalité du terrain. Et donc, j'avais décidé de passer 3 mois avec Mère Teresa, voilà, qui est encore vivante à l'époque, hein, puisque je suis quand même plus toute jeune non plus. Les rencontres extraordinaires, c'est quand même, voilà, quelqu'un qui... Et voilà, une rencontre extraordinaire avec une femme évidemment hors du commun, et un travail assez étonnant. Dans ce qu'on appelle le mouroir, donc qui est un mot un peu dur, je trouve, mais le mot choisi par Mère Teresa elle-même. Pour recevoir... Quel âge tu as à ce moment-là? 25. Oui, 25 ans. 25-26, oui, quelque chose comme ça, voilà. Et toute jeune, frémoulue, un peu naïve et tout, mais c'est pas grave, je voulais quand même vivre quelque chose de fort. Et donc, je m'engage pour plusieurs mois avec Mère Teresa comme volontaire. Et d'ailleurs, je n'étais pas la seule, hein, il y a des volontaires du monde entier qui viennent. Et donc, je suis assignée au mouroir et le travail est très simple, hein, c'est pas compliqué. Il faut s'occuper des gens qui sont là, qui ont été ramassés dans la rue par Mère Teresa et par les sisters là, de la charité. Et il faut juste être là, en fait, et puis procurer quelques soins et donner un peu de bonheur, masser une main, parler, tenir une main, donner à manger et aussi baigner les malades. Et ça, c'est vraiment une expérience qui était extrêmement forte pour moi parce que il faut que vous imaginiez la situation. Les malades ramassés par Mère Teresa sont à la limite de la mort. Et la plupart du temps, ce sont des paquets d'os hein, qu'on ramasse dans les mains. Ce sont vraiment des gens pleins d'escarres, malades et qui ne pèsent rien. Voilà, on pourrait se croire à la sortie d'un camp de concentration. Hein. Tu disais quelque chose de très beau à ce moment-là quand tu dis, quand tu as un corps décharné, c'est la souffrance de cette personne. Alors, écoute, oui, parce qu'en fait, cette personne, il faut la baigner, hein, donc la soigner. Donc, on la dépose sur un espèce de matelas de carreaux. C'est froid, c'est un petit peu inhumain, c'est difficile, et on la lave. Et juste au-dessus de cette espèce de baignoire improvisée, il y a un petit panneau où il y a une inscription en anglais, et c'est écrit juste, on est dans un lieu chrétien, hein, This is the body of Christ. Donc, c'est le corps du Christ. Et donc, vous êtes là avec le corps décharné que vous avez dans les mains, sous ce petit panneau, et vous avez cette phrase qui vous est jetée à la figure. Et c'est vraiment ça, jeté à la figure. Et à ce moment-là, ça a été quelque chose de très fort pour moi parce que je me suis dit que c'était pas moi qui donnais quelque chose, d'abord pas du tout, mais c'était moi qui recevais de cette personne et qu'elle m'offrait, entre guillemets, d'une certaine façon, sa souffrance et que qu'est-ce que j'allais faire de cette souffrance, qu'est-ce que j'allais en faire et comment j'allais transformer ça. Et ça a été, je pense, un peu un trigger point, hein. Voilà, c'est ça, un point de départ pour le côté social de mon entreprise par la suite. Voilà. Là, il y a certainement une graine qui a poussé, qui était, j'imagine, déjà là, mais qui s'est mis à pousser avec cette rencontre de Mère Teresa dans ce mouroir et qui a été fondateur pour la suite de ton parcours. Complètement. Deuxième événement assez marquant, alors là, on passe dans un autre registre, vous allez voir. Bénédicte, elle a quand même vécu des trucs. Philippines, tu pars aux Philippines, si je me souviens bien, un petit déconvenue amoureuse. Tu pars retrouver ton oncle qui est missionnaire là-bas, qui est missionnaire aux Philippines. Et tu as 25 ans, là, c'est l'année de la chute du mur de Berlin, tu avais dit. On est l'année de la chute du mur de Berlin. Un peu plus, peut-être 28 ans, 27-28 ans. Bref, et là, qu'est-ce qui se passe aux Philippines ? Ben, là, il se passe que je suis sur l'île de Marawi, qui est donc une île musulmane, la seule île musulmane des Philippines. Et mon oncle s'occupe d'un campus en fait, d'étudiants qui sont chrétiens et musulmans. Et on part en week-end ensemble tous les deux. Et en rentrant de week-end, donc c'était mon dernier jour, c'était le 31 décembre, donc la fête le réveillon.
on s'est fait tout simplement kidnapper. Donc en fait, Tout simplement. des jeunes voilà, sont montés dans la voiture dans laquelle on était. Des Avec jeunes armés, je veux dire. des jeunes bien armés, très Voilà. très armés, et sous la menace donc des kalachnikovs et autres armes légères et lourdes, nous ont forcés donc à suivre enfin, leur chemin, à traverser un lac totalement inabordable et interdit aux étrangers, et à marcher dans la jungle Et là, tu ressens quoi, là? Parce que d'être kidnappé aux Philippines, c'est pas banal. Non, c'est pas banal. J'ai très peur, bien Tu sûr, parles j'ai pas très le peur. philippin, j'imagine, donc on Non, comprend pas ce qui se passe. non. Là, Je t'as suis très avec peur. mon oncle, mais qui parle un petit peu la langue locale, mais on ne sait pas trop à qui on a affaire. En fait, on s'aperçoit après qu'on a affaire à un groupe de jeunes qui se fait appeler en anglais The Invisible Suicide Commando Force. Donc, en français, ça va donner quelque chose comme le commando spécial invisible. Enfin bon, Mais enfin bon, c'était pas très très rassurant. Enfin, c'était des jeunes qui tiraient un petit peu sur tout ce qui bouge et qui avaient peur parce qu'il y avait déjà les hélicoptères de l'armée qui survolaient ce fameux lac et qui étaient déjà à la recherche de mon oncle et de moi. Et donc, ça a été une expérience donc difficile. là, ça tire, il y a les hélicoptères. Ça se termine bien, finalement. Ça se termine bien. Voilà, parce Oui, que c'était un peu politique, cette histoire-là. Mais bon, tout à fait. n'empêche que c'est 2 jours de kidnapping au milieu effectivement, d'une bande de terroristes qui tirent. Donc, je pense qu'on ressort de là, du coup, un peu calmé, peut-être, je ne sais Oui. pas. Mm. Et On là, ressort de là en se disant que la vie, c'est génial. Hein. Ça, déjà, c'est une certitude. Et qu'il y en a d'autres qui ont moins de chance parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont kidnappés, torturés dans le monde tous les jours et qui s'en sortent pas aussi bien. et toi, tu t'en es Et sorti. que finalement, 2 jours de kidnapping dans les conditions très difficiles, c'est sûr, mais je m'en suis sortie. Et c'est quelque part finalement une leçon de vie. Enfin, moi, je l'ai prise comme une leçon de vie absolument extraordinaire et qui m'a encore boostée un peu plus. Et je me suis dit, bon, bah, allez, ok, ma cocotte, maintenant, il va falloir faire des choses. Parce que, Alors, vous voyez que quand on parle d'audace, de Dare Woman, on en a une là. On en a une en direct de Beyrouth qui est une sacrée audacieuse parce que ça n'a pas calmé Bénédicte en fait, parce qu'elle rentre à Paris. Tu vas rentrer à Paris, tu vas travailler dans une société d'outplacement. Il se trouve que une belle rencontre puisque tu vas rencontrer ton futur mari, Raja, qui est libanais. oui. Et là, on va aller vite parce qu'on pourrait passer 3 heures avec toi pour raconter ta vie, mais j'aimerais qu'on arrive au chapitre de ton livre, enfin l'histoire de ton livre. Tu vas avec Raja trouver le compagnon de vie quasi idéal pour toi puisque tu vas continuer à énormément voyager. Vous allez habiter à Chypre, vous allez habiter, alors dans le désordre, en Tunisie, vous allez habiter en Arabie Saoudite. Lui travaille pour un grand groupe. Toi, à chaque fois, en fait, tu t'intéresses à l'artisanat local. Il y a cette espèce de graine qui est en train de monter. Tu es une créatrice. Vous allez voir, elle sait tout faire, Bénédicte. Hein. Elle fait du design, elle sait dessiner, elle sait écrire. C'est très énervant. Elle sait tout faire. Donc, elle découvre en fait qu'elle aime le rapport du pays à travers l'artisanat, à travers ces pays. Tu me coupes si je me trompe. C'est très bien, c'est parfait. Voilà. Et tu fais des miniatures, tu t'intéresses au verre soufflé, enfin, tu t'intéresses un petit peu à tout. Finalement, vous revenez en 2003, il me semble, vivre au Liban. Oui, avec, tout à fait. Voilà, avec 3 filles. Donc, 3 filles, elles sont petites, les filles, 4 ans, 2 ans et un bébé, si ma mémoire est bonne. Et là, au Liban, tu tombes amoureuse, on va dire ça comme ça, du patrimoine, on va dire. Du patrimoine. Ouais. Et dans le patrimoine, quand même quelque chose d'assez ciblé, puisque ce sont ces fameuses balustrades en fer forgé. Oui. Hein, Enfin, il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que je me suis occupée d'autres matériaux, mais c'est le patrimoine qui m'a vraiment touchée au Liban, de toucher au cœur, et surtout et particulièrement un patrimoine qui a été abîmé par la guerre civile, donc de 74 à 90. Donc Beyrouth, il faut imaginer, la première fois que j'étais à Beyrouth, c'était en 93, c'était vraiment c'était du gruyère, quoi. Il n'y avait pas un immeuble qui était intact. C'était absolument, absolument affolant. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a eu une espèce de spéculation immobilière. Au bout de 17 ans de guerre, les gens veulent sortir de ça, ils ne veulent plus penser à ça. Et ils ont envie finalement, oui, de se faire du fric. Hein, on va parler même un petit peu cruellement. Et donc, dans toutes ces années, à partir de 93 jusqu'à ces jours, quasiment, les maisons anciennes n'ont pas été protégées, en fait, et ont été ou détruites ou laissées en état de mort quasi certaines, laissées à l'abandon. Certaines sont habitées, bien sûr, et très belles, mais elles sont
se compte sur les doigts de la main. Et c'est un patrimoine qui est très, très joli, très particulier, du début du 19e jusqu'au début du 20e à peu près, qui correspond à une expansion de Beyrouth. Enfin, c'est assez intéressant, l'histoire est assez intéressante. Et donc, c'est ce patrimoine qui m'a vraiment intéressée et interpellée. Donc, j'ai commencé par le fer forgé, mais j'ai beaucoup travaillé aussi avec les arcades en bois de genévrier, avec les carreaux de ciment qui venaient de Belgique et puis du Moyen-Orient. Donc, tous ces éléments d'architecture du début du 19e et jusqu'au début du 20e. Voilà. Alors, et ça ne s'arrête pas là parce que ce que j'avais noté quand on a préparé l'interview, tu dis, bah, j'ai une espèce de révélation en disant, mais pourquoi tout ça est abandonné et je vais le faire revivre. Donc, tu vas monter un projet entrepreneurial pour le faire revivre, mais tu vas plus loin. Tu vas plus loin et tu te dis, ça suffit pas, il faut aller plus loin. Et le plus loin pour toi, ça va être l'inclusion de populations qui sont abandonnées, qui sont mises sur le chemin, particulièrement dans beaucoup de pays, mais au Liban, malheureusement, peut-être un peu plus qu'ailleurs. C'est les apatrides et c'est les personnes en situation de handicap. Et là, en fait, en arrivant au Liban, oui, vas-y, vas-y, je t'en prie, vas-y. J'ai fait deux constats. J'ai fait le constat déjà qu'il y avait un patrimoine qui était détruit et dont personne ne s'occupait. Et j'ai aussi fait le constat qu'il y avait des populations entières marginalisées et qui n'avaient absolument pas accès au travail. Et en commençant à récupérer mes premières balustrades complètement rouillées et que les gens, en règle générale, considéraient comme quelque chose de cassé, je me suis dit, puisque j'essaye de redonner la vie à des objets qui sont cassés et que plus personne ne regarde, alors que moi, je leur trouve une beauté absolument extraordinaire, est-ce que je ne pourrais pas associer des gens qui eux-mêmes sont cassés quelque part, soit parce qu'ils sont apatrides, par exemple, ou marginalisés, soit parce qu'ils sont handicapés, soit parce qu'ils sont pauvres, soit parce qu'ils n'ont pas accès tout simplement à l'emploi, et les faire partie, leur faire partie de cette aventure pour que ça ait encore plus de sens, en fait. Donc, c'est parti de ce double constat. Voilà, tu parles de ce double constat. Alors, Myriam demande, les apatrides, est-ce que ce sont des Syriens et des Palestiniens? En fait, non, les apatrides en question, c'est une population qui s'appelle les DOM. Donc, les DOM, ça fait référence aux Roms qu'on connaît, par exemple, en Europe. Les DOM, donc, c'est des populations qui bougent et qui venaient exactement de Perse et de Syrie et qui sont arrivées au Liban dans des conditions un peu dramatiques. Ils n'ont jamais été vraiment reconnus et donc, ils sont apatrides. Ils n'ont pas de nationalité et ils vivent dans des bidonvilles au centre de Beyrouth, dans des endroits que pas beaucoup de gens connaissent, sauf pour peut-être les Libanais qui ont vu le film de Nadine Labaki, Capharnaüm, qui fait beaucoup de succès en France. Exactement, et elle fait référence à cette population d'apatrides. Magnifique film, hein. Allez le voir ou regardez-le sur le net, c'est vraiment un film magnifique. Alors là, tu fais une belle rencontre. Tout de suite, tu fais une jolie rencontre avec un monsieur qui s'appelle Omar, par l'intermédiaire d'une ONG, mais ça va passer assez vite, qui s'appelle Arc-en-Ciel. Tu rencontres Omar, qui va être quelqu'un d'important pour toi dans toute la création et la vie de ton entreprise. Raconte-nous Omar alors. Alors Omar, oui, c'était vraiment une rencontre assez extraordinaire. Je cherchais vraiment à rencontrer des personnes handicapées, mais il fallait aussi qu'ils puissent travailler un petit peu le métal pour que je puisse travailler un peu avec eux. Donc grâce au fondateur d'Arc-en-Ciel, en fait, avec qui j'ai pris contact, il m'a dit, écoute, viens avec ta balustrade toute rouillée, là, viens à Arc-en-Ciel, et puis je te présente Omar, et puis on verra si on arrive à faire quelque chose. Et donc, il m'a lâché là, dans cette ferronnerie. Mais alors, il faut imaginer l'état de l'atelier de travail. C'est une espèce d'usine en tôle ondulée. L'été, il fait 45 degrés. L'hiver, il pleut. On a l'impression que les machines sont un petit peu, quand même, qui datent un petit peu. Et puis là-dedans, vous avez donc une population de personnes en chaise roulante ou non, qui circulent dans les allées larges, ça rigole, ça crie. C'est vraiment une atmosphère très, très particulière. Donc, c'est vrai que la première fois, j'étais un peu surprise. Mais et toi, tu arrives avec des balustrades. Et moi, j'arrive comme ça, gentiment. Et tu sais ce que tu veux faire déjà, là? Je sais ce que je veux faire. Je veux faire une lampe. Je veux faire une lampe. Voilà. Ça, c'est vraiment mon premier objet. Que toi, tu décides. C'est toi qui décides. C'est toi qui fais le design. Je dessine la lampe, exactement. Et je vais voir Omar et je lui dis, écoute, en anglais cassé, plus arabe cassé, etc. Enfin, lui, c'était l'anglais cassé, moi, c'était l'arabe cassé. Écoute, on m'a dit que tu savais faire, que tu savais travailler le fer. Et moi, j'ai envie de travailler avec toi. On m'a dit que tu étais bon. Regarde, je t'ai amené une balustrade. Est-ce que tu peux en faire une lampe? Alors, je pense qu'au début, il m'a vraiment pris pour une folle.
Et il s'est moqué de moi, je pense, hein, littéralement la petite Française qui débarque comme ça, mais qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous, pour qui elle se prend, etc. Ouais, c'est tout Mais à fait. Une j'ai voulu femme, pousser un petit peu, en hmm, plus une femme, une femme. enfin, parisienne, française, qui parle à peine arabe et tout, je prenais beaucoup de risques quand même. Et je lui ai dit, écoute, je te lance ce challenge, vois ce que tu peux faire, fais-le, moi je reviens dans une semaine et puis on verra. Et en fait, ça a été le début d'une collaboration entre Qui a 12 et duré, 15 ans, voilà, qui a duré 15 ans. Okay, et ouais. qui a surtout été une collaboration, mais vraiment faite avec un bonheur absolument extraordinaire, non seulement avec Omar, mais avec toute son équipe de gens cassés, entre guillemets, Michel, Camille, voilà. Alors lui, Je voilà, montre Omar. c'est Voilà. Omar. Ça, c'est Alors j'ai eu Omar de la dans chance une... parce que je suis tombée sur un type qui a quand même un caractère absolument extraordinaire. D'abord, il a un optimisme et un courage, mais hors du commun. Et c'est un handicapé de guerre, mais qui a été handicapé par faute, par erreur médicale. Et avec lui, on a donc pu créer plus de 10 000 pièces, en fait, qui ont été distribuées je les à travers montre. le monde. Je vous Voilà. montre un petit peu, c'est dans le livre de Bénédicte dont je vous parlerai tout à l'heure, quelques exemples de lampes à partir. Hein, tu peux Ouais. dire Et de... alors, Omar disait quelque chose de très beau, je vais vous le dire en anglais parce que oui, c'est comme ça qu'il l'a dit. Alors, quand il parle de notre collaboration, il le dit d'ailleurs, c'est dans le livre à un moment donné, il dit, oui, I'm the body and she's the mind. Et donc, c'est surprenant venant de la part de quelqu'un qui est en chaise roulante, en fait. Mais ça, voilà, ça explique un petit peu quel a été le bonheur de cette collaboration. Donc là, c'est le début. Là, c'est le T'es début. au Liban. On est donc on est en 2003. 2005 à peu Donc près. à Oui. 2005. Ouais. 2006, qu'est-ce qui se passe? 2006, malheureusement, le drame. C'est la guerre. Israël attaque le Hezbollah au Liban. Oui. L'été 2007, les filles sont à Paris. Tu fais des allers-retours entre Paris et Beyrouth. Enfin bon, vas-y, raconte parce que C'est là, compliqué. ouais, c'est compliqué, forcément, c'est compliqué. Oui. Les gens essayent de s'en aller. Vous décidez de partir. Hein, vous On décidez avec décide la de famille. partir, on décide de Voilà. se faire rapatrier parce que nos enfants sont en France à ce moment-là en vacances et nous au Liban, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Et donc, on Voilà. décide de se faire rapatrier. Ce qui a été difficile et à la fois bien pour moi, c'est que bon, ça a stoppé mon élan créateur, entre guillemets, mais en même temps, ça m'a permis de prendre la décision de rester en France pendant 1 an avec mes enfants. Et du coup, je me suis dit, bon, puisque j'ai ce temps libre, j'avais fait un salon à Aix-en-Provence juste avant, donc j'avais du matériel avec moi, j'avais des lampes, des tables, des bougeoirs. Je me suis dit, bon, je vais aller tester le marché. En fait, ça sera une bonne étude de marché. Et j'ai commencé à faire le tour des boutiques parisiennes, parce que j'étais à Paris avec mes lampes dans mon sac à dos. Et je leur ai expliqué un petit peu le concept, l'histoire. Et la mission. Et j'ai senti que ça prenait, que c'était un message qui était un petit peu nouveau, qui résonnait de façon différente. Parce que quand tu étais au Liban, tu vendais à qui? Au début, en 2006, je vendais très peu. Je vendais à la population libanaise, peu de Libanais, mais des expatriés aussi qui étaient au Liban. Ça, c'était la première année. Il faut se dire qu'en 2006, j'avais à peine commencé, hein, donc je n'avais pas encore d'atelier. Quand je suis rentrée en 2007, c'est là où j'ai ouvert un atelier et où j'ai commencé à embaucher des femmes de population apatride et des femmes venant de milieux très pauvres que j'ai formées et qui m'ont assisté donc, dans mon travail au quotidien. Donc là, Donc, tu ça a fabriques commencé en 2007. Voilà, donc 2007, tu es entre Paris, toi et Beyrouth, ton atelier est au Liban, tu commences à vendre à l'étranger, donc à Paris. Il va y avoir le salon Maison et Objets quelques temps après, qui va être un véritable succès, puisque tu vendras dans 40 pays à travers le monde. Hein. C'est Oui, tout à fait. Voilà, donc partout. Donc ça commence à prendre corps. Là, on peut dire que ton mari t'aide parce que lui, il a cette notion d'entrepreneuriat social, il connaît bien, c'est quelque chose qui l'intéresse. Donc tous les deux, vous développez ça. Et puis vous avez envie, vous êtes des gens qui allaient au bout de leurs rêves. Vous avez envie de repartir et vous avez envie d'aller où? Je te laisse le dire. Donc on est en 2010. On va aux États-Unis. Mais Voilà. ce n'est pas aller jusqu'au bout de nos rêves. C'est en fait pour développer cette entreprise, ce qui est très important parce que on sentait bien en opérant la distribution et le marketing à partir du Liban, c'était extrêmement difficile. C'est un pays où c'est difficile de gérer un business. Hein. Et donc on a senti, mais en même temps, vraiment, on avait cette entreprise à cœur. Ça fonctionnait bien au Liban. On avait cet atelier de travail, une équipe de dizaines de forgerons, menuisiers qui travaillaient pour nous. Et donc, on a eu envie de donner un élan supplémentaire
Et étant une entreprise sociale, en fait, on s'est dit que le meilleur endroit où aller, où être reconnu en fait et aider et travailler en partenariat avec d'autres entreprises sociales, c'était à cette époque les États-Unis. On est Alors, parti tu as raison. en 2011 à peu C'est près. pas aller au bout de ses rêves, c'est continuer à être audacieux. On va dire ça comme ça. Continuer à être audacieux, c'était un véritable Voilà. pari. Alors là, pour le coup, parce Ouais. qu'on avait quand même 50 ans, nos 3 filles adolescentes et juste une sortie du bac. Et donc, il a fallu quitter le Liban, qui était quand même assez confortable d'une certaine façon à cette époque, et partir à l'aventure aux États-Unis. On a l'impression que si on va aux États-Unis, c'est pas une aventure, mais je peux vous dire que c'est presque plus une aventure que d'aller au Liban. Parce que, enfin, moi, je connaissais absolument pas ce pays. Mon mari, oui. Et donc, lancer un business avec un visa d'entrepreneur en investissant son argent personnel. From scratch, c'est-à-dire on démarre voilà, on avait juste fait 2 salons à New York avant pour avoir quand même une petite idée du marché, entre guillemets. Et là, vous partez à Boston, vous vous installez à Boston. On décide de s'installer à Boston, voilà, c'est ça. On ouvre une première boutique à côté à Cambridge, vraiment à Cambridge, voilà. Jolie banlieue de Boston. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. On a la chance d'avoir un premier article dans le Boston Globe, qui était le quotidien de l'époque. Et grâce au Boston Globe, il y a une autre ONG qui vient nous voir, qui s'appelle Pine Street Inn, et qui s'occupe de réhabilitation de sans-abri aux États-Unis. Et donc, là, je te coupe juste un instant pour que les gens qui t'écoutent se rendent compte quand même. Hein. Donc, cette famille qui avait donc commencé à construire le business à Beyrouth. La guerre israélo-hezbollah éclate, donc c'est des allers-retours entre Paris et Beyrouth, c'est pas simple. 3 filles. Tout d'un coup, réfléchir et se dire ce business pour le faire marcher, il faut qu'on parte. Vous partez aux États-Unis, c'est pas rien. Alors moi aussi j'habite aux États-Unis. Quand on arrive aux États-Unis, c'est quand même pour nous Européens un choc de culture. On croit qu'on connaît les États-Unis, on ne connaît pas les États-Unis. Il faut vivre aux États-Unis pour savoir ce que c'est que monter une entreprise là-bas, avec du positif et du négatif. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là-bas et tu racontes très bien, c'est la solidarité qui s'est mise en place autour de votre projet, si tu peux en dire 2 mots. Et puis ce formidable, en fait, parce que pour nos auditeurs, là, tout de suite, vous êtes quand même assez rapidement dans la presse. Tu vas même parler de ton projet et ton mari aussi à Harvard. Vous êtes un study case dans les universités américaines, c'est extraordinaire. C'est grâce à mon mari Raja, en fait, parce que il avait déjà un réseau absolument extraordinaire au niveau de l'entrepreneuriat social aux États-Unis. Et effectivement, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes grâce à lui, grâce à ce business, à ce case study dans la Harvard Business Review. Et on s'est aperçu qu'on était entouré effectivement d'une véritable communauté assez extraordinaire. Alors, c'était peut-être aussi Cambridge et Boston qui voulaient ça, le Massachusetts, mais pas que. La même chose en Californie. Hein. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais j'ai découvert une façon d'être très différente, en fait, qui est moins française, je pense, qui est très américaine, qui est une espèce de solidarité assez fabuleuse. On donne de son temps, on donne beaucoup de son argent aussi, beaucoup. On participe et on se réunit, on réfléchit ensemble, on essaye de trouver des solutions et on applique des solutions. C'est vraiment le truc qui va jusqu'au bout. C'est pas ah oui, je vais te donner une idée, tu vas voir, etc. Non, c'est je t'aide, je t'accompagne et je vais jusqu'au bout avec toi. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Dare Women en France. C'est pour ça que Dare Women est né en partant de moi, la mienne, mon expérience américaine où j'ai découvert ça et en disant mais c'est tellement puissant. Il faut qu'on arrive à faire la même chose, nous, en France. Et toi, tu l'as vécu, donc tu peux témoigner de cette puissance solidaire qui est totalement, qui est très saine, en fait, voilà, on va t'aider, puis on sait aussi que le jour où tu auras besoin d'aide, enfin, c'est donnant-donnant, hein, c'est win-win. Alors, c'est donnant-donnant. Les États-Unis ne sont pas un pays facile, ni un pays tendre. Et là-bas, on travaille comme des fous. Hein, donc, c'est le pendant aussi de l'accompagnement et de la solidarité, c'est le travail. Et on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Hein. On peut avoir le droit à l'échec, mais uniquement si on rebondit derrière. Hein. On ne peut pas s'arrêter sur un échec, ça c'est très difficile. Donc là, comment ça se passe? Comment ça se passe votre business? Comment ça évolue? Tu recrutes donc là, c'est un peu fou, hein, ça part dans tous les sens, hein, parce qu'il faut s'occuper des enfants. Donc, on en a mis 2 quand même dans un collège public américain. Donc là, ça, c'est vraiment une espèce de révolution, parce que, alors moi, j'y connais rien, hein, franchement. Je comprends rien au système américain. Et il m'a fallu, je pense, 2 ans pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc, c'était déjà trop tard pour les filles. Et donc, ça a été difficile pour elles.
une façon d'apprendre très, très différente, une démagogie complètement différente, une pédagogie, pardon, complètement différente. Ça a été un apprentissage un peu Souvenir compliqué. pour elles, c'est quels souvenirs elles ont, les filles? Alors, a posteriori, de bons souvenirs, mais sur le coup, ça a été très difficile. Mais elles ont appris beaucoup, beaucoup de choses, hein, ça c'est évident. C'est évident. Et puis nous, à côté, on a donc géré, on a commencé par gérer une boutique, mais il ne faut pas oublier qu'il fallait en plus gérer le Liban. On avait donc embauché un directeur des opérations, mais ce n'était pas tout à fait suffisant. Et je continuais à faire quand même 3-4 voyages par an pour aller acheter la marchandise qui ne s'achète pas dans des supermarchés. Hein. Tu avais gardé ton atelier à Beyrouth. Bien sûr, j'avais gardé l'atelier. Fournir l'atelier. Pour que la structure soit... qu'elle puisse subsister aux États-Unis, il a fallu qu'on augmente la production et qu'on la multiplie par 3 ou 4 à peu près. Donc ça voulait dire remplir 4 containers par an. Donc ça voulait dire en amont une chaîne de travail absolument hallucinante, hein, parce que aller chercher au Liban ou en Syrie ou en Égypte du fer forgé ou des carreaux de ciment ou des arches en bois, c'est pas facile, ça prend du temps, c'est compliqué. Toi, tu te balades partout, tu vas là-bas, tu te balades partout. À un moment donné, dans ton livre, tu racontes, tu vas dans les souks syriens, tu vas dans des endroits totalement inconnus, on te prend pour une... Totalement improbable. Parce que tu achètes des trucs rouillés dont personne ne veut, on se dit allez. Et on se dit quand même, ça doit valoir un peu d'argent. Enfin bon, tu es une femme, une occidentale. Donc tu continues à faire ça au Liban. Je continue à faire ça au Liban, plus tout le business normal aux États-Unis, bien entendu. Et en même temps, vous apprenez le business aux États-Unis. On apprend le business aux États-Unis. Voilà, qu'on apprend, c'est compliqué. Il faut mettre beaucoup d'argent pour le marketing. Il faut mettre de l'argent pour le marketing, il faut mettre de l'argent pour les avocats, il faut mettre de l'argent pour la comptabilité. J'ai appris à faire de la comptabilité aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout mon caractère. Enfin, je déteste la compta, mais il a fallu que je le fasse. Et puis ensuite, il fallait gérer les inventaires. On a ouvert un website, donc il fallait, un site internet, donc il fallait mettre tous les objets en ligne. Et ce sont que des objets uniques. Et puis ensuite, il a fallu continuer un peu notre mission, en fait, d'inclusion sociale. Et ça, j'allais dire, raconte-nous Lorraine, parce que belle rencontre aussi humaine. Alors voilà, donc par l'intermédiaire de Pine Street Inn, si on revient un petit peu en arrière, ils nous disent, écoutez, nous, si vous êtes d'accord, on a des personnes qui sont encore à moitié à la rue, mais qui ont envie de s'en sortir. Est-ce que vous avez envie de prendre le risque d'avancer dans cette direction? On s'est dit, on est aux États-Unis, on va continuer notre mission, hein, on ne va pas arrêter. Donc oui, on va recevoir la personne que vous allez, là où les personnes que vous allez choisir pour nous. Et donc c'est donc comme ça qu'un jour, Lorraine débarque chez nous et qu'on l'a embauchée en gros en 5 minutes. Donc Lorraine, je vais peut-être montrer une photo dans le bouquin si j'arrive à la trouver rapidement. Elle et moi, c'est le jour et la nuit. Je vais la trouver moi. Voilà, elle est là, Lorraine. Donc elle est là. Voilà. Donc Lorraine, à l'époque, habite encore dans un centre de réinsertion. Donc en fait, c'est un endroit où il y a plusieurs femmes qui sortent de la rue, qui sont les unes avec les autres dans des petits espaces, et elles cherchent à s'en sortir. Donc elle ne sait pas se servir d'une règle, elle ne sait pas lire les chiffres sur une règle, elle n'a jamais utilisé une paire de ciseaux, et je l'embauche pour faire des abat-jours. Donc là, ça c'est quand même un sacré challenge, et effectivement, peut-être que je ne me rends pas vraiment compte au début jusqu'à quel point ça va m'emmener, mais en même temps ça a été une expérience mais tellement enrichissante, c'est absolument extraordinaire, parce que Lorraine et moi, tout nous sépare, hein, de la race, la couleur de la peau, ses enfants n'ont pas eu de père, les miens oui, moi j'ai pas vécu dans la rue, elle oui, j'ai pas de problème avec la boisson, elle oui malheureusement, donc elle a des problèmes de foie, inscrite sur une liste d'attente pour faire une diète. Et tu lui fais confiance. Et on décide avec Raja de lui faire confiance et de la faire travailler. Et ça a été un parcours de 5 ans absolument extraordinaire où je dirais que autant je l'ai aidée qu'elle m'a aidée. On s'est vraiment supporté, pas supporté, pardon, au sens américain du terme. Oui, exactement, oui, l'une l'autre. Et ça a été un parcours absolument extraordinaire. Voilà. Elle a été rejointe par une autre femme aussi qui était elle aussi pas sans abri, mais à la limite de l'être. C'est-à-dire qu'elle est rentrée un jour dans la boutique et elle nous a dit « Ce soir, je suis sans abri ». Et donc, on a aussi décidé de l'embaucher. Et elle a été une collaboratrice pendant... Ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, où j'ai aussi réalisé des réalités américaines auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Hein, parce que
Oui, ce qu'on découvre aux États-Unis, ce qu'on a vécu tous, enfin, quand on a vécu là-bas, c'est d'être en haut un jour et plus rien du tout le lendemain. Hein, il n'y a pas de. On se rend compte qu'en France, on est très très gâté, mais on peut sombrer très 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 vite. C'est ce que tu m'as dit quand on préparait. Tu touches pas du doigt très vite, très fort. Oui, ça y est, c'est revenu. Et Ouais. ça, tu l'as touché du doigt avec ces gens-là. Toi, tu l'as Et ça, on l'a vraiment véritablement, touché du doigt avec véritablement ça. Là. vécu. Oui, 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 oui. Et ça, je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait une telle misère aussi aux États-Unis, où on a toujours l'impression finalement d'une Amérique un peu prospère et bon, ça Il y a les dépend. deux Hein. côtés. Peut-être pas Il y a en les même deux temps, mais il y a côtés. vraiment les deux côtés. Voilà. Et quand les gens marchent pas Alors, droit dans la rue et qu'ils ont des problèmes de hanche, c'est parce qu'ils peuvent pas se payer un et qu'ils docteur, n'ont tout pas simplement. Voilà. Ouais, beaucoup non plus exactement. de dents. Ils n'ont plus de dents, c'est pour le même problème. Oui. Voilà. Donc, pour continuer l'aventure américaine, alors il y a quelque chose d'intéressant quand même dans le. Je pense que ça s'est passé à ce moment-là. Tu as pris le bon côté des Américains, tu t'es fait accompagner. C'était à ce moment-là. Le coaching a été quelque chose d'important pour toi. C'était pas là quand tu t'es Alors, fait le coaching coacher. est très important pour Ouais. moi, il a toujours été, mais ça n'a pas été à ce moment-là. Non, non, aux Voilà. États-Unis, Alors, enfin, on a eu des tonnes d'aide, entre guillemets, dont des stagiaires de MBA qui sont venus qui ont passé du temps chez nous et nous aider à avancer, à prendre des décisions, etc. Mais ça n'a pas été du coaching dans le sens David tu l'entends, je et pense. Jonia Haskell, Non. c'était avant. David et Jenny, c'était bien avant, c'était au début de cette aventure, en fait, Voilà, en mais ça, j'aimerais bien que 2005. tu en parles parce que Mm. tu m'en avais parlé, c'est intéressant et tu disais que ça s'est Mm. éclairé. Grâce au coaching, en fait, ta mission, ton chemin, c'est tout d'un coup tout à fait éclairé. Tu peux nous en Exactement. parler un petit peu? Ça a été Oui. quelque chose d'important Donc pour là, toi. on On revient revient un en petit peu en arrière. arrière. Donc c'était vraiment au moment où je commence à penser entrepreneuriat social, mais je ne sais pas quelle forme donner à mon business en fait. Hein. Donc je me dis, je pourrais peut-être créer une ONG, comme ça j'aurais des dons, etc. Enfin bon, j'essaie d'imaginer, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Et c'est à ce moment-là que je rencontre David et Janice, et qui eux-mêmes sont les fondateurs d'une ONG qui s'appelle Dreams Indeed, donc des rêves en vrai, on pourrait dire, ça s'appelle comme ça, et qui accompagne des porteurs de rêves. Donc, des personnes qui ont quelque chose à cœur, qui ne savent pas encore le faire advenir, en fait, qui ne savent pas mettre des mots dessus, mais qui veulent créer une mission et qui veulent avancer et comprendre pourquoi ils sont faits. Et en fait, ils ont été extraordinaires, ils ont fait jaillir de moi, en fait, hein, des espèces de désirs enfouis, même, je dirais, des choses qui étaient enfouies. Je pense on a tous ça au fond de soi, hein. Quelquefois une vocation un petit peu enfouie, qu'on a mis de côté par conformité, par peur, parce que ce n'était pas le moment, qu'on n'avait pas les moyens, ou enfin, je sais pas, pour X raisons. Et donc, ils m'ont fait ressortir ça, et ils m'ont fait travailler pendant littéralement plusieurs mois. C'était assez abouti comme travail, hein, avec des exercices de réflexion, etc., pour faire aboutir cette mission. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on en est arrivé à l'élaboration de ce qu'on appelle la tagline, donc La baisse, enfin, le, le claim, je ne sais pas comment on appelle ça, la promesse, on va dire, ou la promesse de ton. oui, ou la définition de la mission de l'entreprise, en Voilà. fait, voilà, d'une certaine façon. Et donc, alors en anglais, ça donne We restore the unseen beauty of the broken. Donc en français, mais ça se traduit pas de la même façon, c'est pas aussi joli, mais c'est on restaurer la beauté cachée des choses cassées. C'est un peu compliqué. Hein, Voilà. Et donc là, ça inclut en bien. gros, et alors là, je sens que ça inclut tout ce à quoi je veux toucher, c'est-à-dire le patrimoine brisé, les gens brisés, les personnes brisées. Enfin, on est tous brisés, hein, mais il y en a qui sont un peu plus cassés que d'autres. La beauté brisée, c'est-à-dire la beauté qu'on ne voit plus, qu'on ne sait plus voir. Voilà, donc ça, j'appelle ça la Du beauté coup, ça cachée. te donne un cadre, assez clair sur effectivement les actions opérationnelles et la stratégie que tu vas mettre en place Exactement. à travers. On peut dire le nom de la société quand même, parce qu'on l'a toujours pas dit. Oui, oui, alors ça s'appelle, alors au début on l'a appelé 2B Design parce que, alors je vous explique très rapidement, je m'appelle Bénédicte Moubarak et Moubarak ça veut dire bénédiction. Donc en fait je suis doublement bénie, ce qui est un peu lourd à porter par moment, mais bon bref, et du coup on s'est dit, bon allez, on va intégrer ces 2B dans le nom de la compagnie. Et ensuite on a rajouté Bait, donc maintenant ça s'appelle Bait by 2B Design. Et Bait c'est très important comme mot aussi parce que déjà ça veut dire en arabe et en hébreu le même mot, maison, mais maison dans un sens extrêmement chaleureux. Donc c'est vraiment l'accueil à la libanaise est extraordinaire. Et puis la configuration des maisons libanaises aussi porte à cette espèce
de chaleur. Donc il y a aussi une dimension de dynastie, etc. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de ce mot. Et puis aussi, petit clin d'œil, c'est que quand on est arrivé aux États-Unis, on s'est quand même aperçu que 70 à 80% de nos clients étaient juifs et que, voilà. Donc, donc, ça tombait bien que le mot bait veuille dire aussi en arabe et en hébreu la même chose. C'était très symbolique. Et d'ailleurs, ça m'amène à dire que c'était aussi une des missions de l'entreprise sur lesquelles on a beaucoup travaillé. C'était restaurer les relations brisées entre tout ce qui est brisé, relation, cœur, corps, âme, en fait. Oui, tout à fait. Et on s'est aperçu très concrètement, en fait, aux États-Unis, que quelquefois, on arrive à construire des ponts, justement, par l'intermédiaire d'un objet, et qu'un objet peut être porteur de quelque chose, d'une vérité. Raconte, là, tu dis qu'à un moment donné, un monsieur, il a tout perdu, il a gardé, il vit dans sa voiture, et il a gardé un objet. Un bougeoir. Tes objets sont des objets assez luxueux quand même, parce que le prix de la lampe était quand même plusieurs centaines de dollars. Et il a gardé ça. Vas-y, raconte, parce que c'est touchant, parce que c'est plus qu'un objet. C'est une relation historique, culturelle. Enfin, c'est l'appel du pays qui revient aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de liens qui sont au-delà de l'objet, dans ce que tu crées avec tes objets. Et c'est ça la relation que tu as créée avec tes clients. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre, justement très touchants, de personnes qui renouent, même quelques générations après, avec leur terre, la terre de leur ancêtre, grâce à tes objets. Et ça, c'est très... Ça, c'était très important. C'était très, très frappant quand des Libanais, quelquefois, rentraient dans la boutique et ils se mettaient à pleurer, en fait. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas vécu dans leur pays, ils ont été obligés de partir pour toutes les raisons qu'on connaît. Et donc, ils ont cette espèce de mal du pays, en fait. Mais par contre, ils sont tenus par les racines, c'est évident, on ne quitte jamais un pays, jamais. Et donc, ils rentraient dans la boutique et ils étaient entourés de tous ces objets. Et je ne sais pas, ils devaient sentir quelque chose, même quand c'était la première fois. Et ils se mettaient à pleurer, donc touchés par leur patrimoine. Ça, c'était fort, c'est vrai. C'était fort. Alors, on continue, parce que le temps passe, on va vite. L'expérience américaine, vous êtes à Cambridge, donc je rappelle, Cambridge, c'est Boston. Vous allez ouvrir une boutique sur la côte ouest, à Palo Alto, en Californie. Oui. Vas-y, raconte rapidement, parce que je voudrais qu'on arrive au livre. Et puis, oui. Mais, rapidement, on s'aperçoit que notre marché est un marché qui est quand même un marché de niche, donc un petit peu compliqué à travailler au niveau du marketing. Et que donc la seule façon de le vendre, c'est d'avoir un nouveau point de vente. Donc, très important, ce que tu m'as expliqué, c'est contrairement à ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est que ce n'est pas de l'industrialisation. Chaque pièce est unique. Donc, c'est compliqué de vendre dans des boutiques aux États-Unis parce que les Américains, ils veulent 10, 20, 30 pièces pareilles. Exactement. Pas ça. Donc, donc on n'avait pas tout à fait intégré la réalité de ce marché-là, qu'on ne peut intégrer, j'imagine, que quand on vit sur place. Et du coup, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait non seulement avoir des points de vente, mais aussi créer un site Internet. Donc, ça a été, les dernières années, ça a été vraiment notre mission. Et donc, on a ouvert une deuxième boutique à Palo Alto, où j'ai envoyé, enfin, mon mari est parti là-bas, finalement, parce qu'il a fallu qu'on se sépare pour tenir les deux boutiques et je puisse rester à Cambridge et m'occuper des enfants. Et voilà, donc là, ça a été aussi extraordinaire parce que oui, on est à côté de l'université de Stanford qui est aussi très, bien sûr, intéressée par l'entrepreneuriat social. Et là encore, il y a des initiatives qui se créent et c'est vraiment intéressant. Et puis nous, on fait des partenariats avec d'autres entreprises parce qu'on ne peut pas vendre que des balustrades en fer forgé non plus. Il faut un petit peu intégrer d'autres objets et répondre aux clients. Donc là, on fait des tas de partenariats avec d'autres entreprises sociales. Donc chaque objet a une histoire, toujours. Et je pense que c'est ça qui frappe les gens. Excuse-moi, juste aux États-Unis, l'entrepreneuriat social existe, est développé et est reconnu. Donc c'est quand même Et puis il s'intéresse. Vous avez été invité dans beaucoup à faire des conférences pour en parler. C'est quelque chose qui intéresse les Américains, contrairement à c'est pas encore développé à ce moment-là tellement en Europe. Donc ça, c'était un bon. C'était un tremplin qui était extraordinaire. On s'est aperçu que on était entouré de gens qui avaient à cœur en fait de transformer leur business, d'en faire des business for good entre guillemets. Donc où la valeur, voilà, c'est ça, c'est la valeur humaine qui a du sens et plus que le capital. Et ça existe aux États-Unis. Hein. Les Américains ne sont pas que des gros méchants capitalistes. Il y a beaucoup de gens qui font l'entrepreneuriat social et qui justement montent des business pour du sens. Et ça, il faut vraiment le dire parce que
Parce que je crois qu'on n'en est pas tellement conscient en fait en France. Alors, on Bah, arrive. ça demande toujours des efforts, bien entendu, parce qu'une entreprise sociale, c'est une entreprise. Donc, il faut que ça marche. Si ça ne fonctionne pas, on est obligé de fermer. On n'est pas une ONG, il n'y a pas des dons derrière qui tombent miraculeusement. Et l'investissement est toujours plus compliqué. Alors, il y a quand même un mouvement qui existe depuis quelques années, surtout aux États-Unis, ce qu'on appelle les impact investors. Donc, ce sont des gens qui sont prêts à investir dans des entreprises sociales, sachant que le retour ne sera pas le même qu'avec une entreprise cotée en bourse ou une entreprise qui a plus de capital. Mais ça reste quand même compliqué d'accéder à ces investissements. Et ça l'est d'autant plus pour nous que nous sommes aux États-Unis avec un visa d'investisseur et qu'on n'a pas forcément le droit de diluer son capital de la même façon et que donc ça complique les choses et qu'on s'aperçoit malheureusement que… On accélère un tout petit peu, ça complique qu'on se retrouve en 2016, les élections. Les élections, Trump. Pour y avoir vécu au moment des élections, il y a une espèce de climat un peu… on ne sait pas trop quand on n'est pas américain et quand on est entrepreneur aux États-Unis à ce moment-là, ce qui va nous arriver. Vous êtes dans cette situation-là. Il faut renouveler les baux qui sont très longs aux États-Unis. Donc là, la question se pose, on reste ou on part et qu'est-ce que vous décidez? Voilà, ça a été un moment évidemment bien évidemment très difficile après tous ces engagements, 15 ans de travail depuis le Liban jusqu'aux États-Unis, une décision qui a été extrêmement difficile à prendre, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ce genre de décision à un moment donné ou à un autre, et il faut savoir se poser les bonnes questions aussi. Par rapport à ça, c'est jusqu'où je suis capable d'aller, jusqu'où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de favoriser finalement, mon business, ma vie de famille, ma vie personnelle, ma vie avec mes enfants ou la vie pour mes employés. Il y a forcément des questions qu'il faut qu'on se pose et puis aussi jusqu'où on peut aller financièrement parlant. Et quelquefois, ça touche aussi à des limites physiques, de fatigue et d'engagement personnel qui sont énormes. Et donc, ce sont toutes ces questions qu'on s'est posées là, qui étaient d'autant plus difficiles à répondre qu'on avait des employés derrière qui étaient bien évidemment touchés par l'impact de ces décisions. Donc ça a été compliqué, c'était très compliqué, mais il y a eu une espèce de conjonction en fait qui a fait que la décision s'est faite plutôt naturellement et que les choses se sont plutôt bien passées globalement pour tous nos employés. Donc ça, ce sont été des signes qui nous ont aidés un petit peu à avancer. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas apaisé la douleur non plus de la séparation en fait et de l'abandon de cette histoire et de reconnaître qu'on avait aussi notre part d'échec là-dedans, qu'on n'a pas su aller jusqu'au bout et faire peut-être ce qu'on voulait faire. Je ne suis pas capable de donner une réponse par rapport à ça aujourd'hui. C'est encore un peu frais. Enfin, même ça fait déjà 5 ans. Alors, on va être obligé, là, on arrive à la fin. Désolée, mais l'aventure aux États-Unis, c'est terminé. Bénédicte continue l'aventure sous des modes un petit peu différents et avec le Liban. Là, tu fais des lignes de sacs, par exemple. Tu utilises des tissus. Oui, bon, ça c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Je lis une question. Avez-vous encore des nouvelles de vos salariés aux États-Unis et donc oui, ce sont des bonnes nouvelles. Donc pour tous les salariés des États-Unis, il n'y a pas eu de problème de reclassement. Les seuls problèmes qui se sont posés, ce sont pour les employés femmes au Liban. Voilà. Mais ça, c'est aussi dû à la situation du Liban qui est particulièrement difficile. Donc voilà. Et puis, ce qui était important après, c'était la décision d'écrire un livre. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais absolument quand même, parce que ce livre, si vous avez un cadeau à faire à Noël, vous savez pas quoi acheter, ce soir, vous n'hésitez plus. Vous achetez ce livre. Ce livre, qui est, alors vous voyez, c'est le livre qu'a écrit Bénédicte, il est en français et en anglais. La couverture, c'est une aquarelle faite par Bénédicte. Donc le livre, il est remplie, parce que Bénédicte, elle sait tout faire. Elle est remplie d'aquarelles, de photos de ses œuvres. Et surtout, moi, j'ai adoré ce livre. J'ai vraiment adoré ce livre. Je vais l'offrir à tous les jeunes que je connais pour Noël, et même pas pour Noël. Parce que dans ce livre, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on lit ce livre. Et c'est pour ça que je parlais de réussite au départ. C'est que la réussite d'une entreprise, c'est le chemin. Et c'est ça qu'on découvre dans ce livre. C'est pas forcément l'aboutissement. Alors, ok, on peut revendre une entreprise, gagner beaucoup d'argent. Je suis pas sûre que le bonheur intérieur soit le même. Mais franchement, je trouve que c'est à travers ce livre, tu l'appelles d'ailleurs de Beyrouth à Boston, Joie et tribulation d'une entrepreneuse sociale. C'est très bien écrit. Ça se lit très facilement.
C'est un livre qui ne raconte pas la belle histoire, contrairement à ce que tous les livres sur l'entrepreneuriat, à la fin, ça se termine toujours bien. Et bien là, ça se termine pas forcément bien dans le sens matériel du terme, mais humainement, c'est vraiment une épopée humaine, et je le dis avec vraiment beaucoup de sincérité. On ressort de ce livre pas tout à fait intact, en fait. Voilà, tu nous ouvres des portes sur des possibilités de réalisation entrepreneuriale ou professionnelle qui sont un tout petit peu différentes de celles qu'on a dans nos milieux occidentaux. Et la notion de réussite, elle passe par la réussite humaine, bien avant la réussite pécuniaire ou marketing, ce qu'on veut. Et franchement, c'est tellement bien illustré que, voilà, je vous dis, vous offrez ça à tous les jeunes, je ne sais pas quoi offrir. Alors, on va mettre l'adresse parce que c'est vendu sur le site de Bénédicte. On va mettre le livre sur le site d'Airwoman. Donc, vous allez voir sur le site d'Airwoman, dans Ça s'est passé chez d'Airwoman, je crois, on met les rencontres. On aura le livre de Bénédicte. Achetez-le. D'abord, vous ferez une bonne action. Et surtout, vous allez rendre service à tous ceux qui vont le lire, vraiment. Oui, on me dit une vraie. Je vois des petits commentaires trop sympas là. Hâte de le lire, une vraie source d'inspiration. Ah oui, vous allez voir, c'est plein d'autant. Alors, on me dit livre, plus lampe, plus sac. Le Père Noël. Oui, ça c'est. Oui, j'ai des clientes qui sont très généreuses. Oui. Voilà, soyez généreux. Vous faites des bonnes actions. C'est très, très beau ce que fait Bénédicte. Alors, Bénédicte, on va être obligé de se séparer. Oui. Toujours, il y a 2 questions à la fin. Oui, je t'écoute. Alors, normalement, on dit toujours quelles sont les actions audacieuses qui ont changé le cours de ta vie. Je pense que tu en as eu tellement, toi. Je ne sais pas si tu peux nous en dire une ou deux. Vraiment, moi, je crois quand même que le fait d'avoir embauché Lorraine aux États-Unis, cette femme si différente de moi, ça a été quelque chose de très audacieux de notre part. Ça, c'est évident. Et ça a vraiment changé une partie de moi-même, franchement. Voilà. Ça a été extraordinaire. Donc, voilà, c'est un geste que je ne regrette pas du tout. Pas du tout. L'humain qui a quand même été. Cette collaboration avec toutes les personnes handicapées de Arc-en-Ciel au Liban, ça, c'est quelque chose que je porte dans le cœur, que je porterai jusqu'à ma mort. C'était des moments de joie absolument intenses et extraordinaires. Et c'est ce qu'on lit dans le livre. C'est pour ça, lisez-le. Et la deuxième question mythique de d'Airwoman, c'est ton conseil audacieux. Alors, mon conseil audacieux, c'est que vraiment, il y a des moments où il faut se faire accompagner dans la vie et que je me rends compte que tous les moments où j'ai réussi, où j'ai choisi de me faire accompagner, que ce soit par les Haskell, justement, pour définir un petit peu ma mission, ou que ce soit après, justement, cette aventure américaine où j'ai vraiment eu du mal à me remettre sur les pieds. Je me suis fait accompagner par un coach et c'est ça qui a généré cette envie d'écrire un livre, alors que c'était vraiment pas du tout, enfin, j'y pensais absolument pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment accepter de se faire accompagner parce que c'est là où on trouve le moyen de grandir, en fait. D'aller chercher loin. D'aller au-delà de soi-même, de chercher un petit peu plus loin de soi. Alors ça, les Américains sont très forts là-dessus. Oui, mais pas que. Les non, pas que, mais oui. Les Américains savent que on se fait coacher même si on est très bon. En France, on a encore un tout petit peu tendance à croire qu'on se fait coacher quand on a des problèmes, ce qui est totalement faux. Il ne faut surtout pas attendre d'avoir des problèmes pour se faire coacher. Alors, étant coach, moi-même, je le prône pour ma paroisse, mais parce que j'ai aussi été coachée et que je sais les résultats que ça peut, comme toi, que ça peut aller chercher profondément dans des parties totalement ignorées de soi-même. Moi, c'est pour ça que j'adore le coaching, c'est que ça va chercher des zones de potentiel totalement inexplorées. Donc là, je suis contente parce que tu dis, toi, c'est une action audacieuse. Donc, le conseil audacieux, faites-vous accompagner, allez chercher. Et puis la solidarité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui est important aussi chez d'Airwoman. Donc, ça, c'est super. Mais la solidarité entre femmes, entre entrepreneurs, ça, c'est extraordinaire et ça vous donne des boosts absolument fabuleux. N'est-ce pas, Emmanuel? Là, il y a des entrepreneuses. Alors, ça tombe bien. Là, il y a une entrepreneuse, là, oui. Voilà. Chez d'Airwoman, la solidarité, c'est la deuxième jambe. La première, c'est l'audace. Tout ça dans un réseau. Et je l'annonce ce soir. Là, on l'a déjà annoncé la semaine dernière, en plus petit comité. On a 2 d'Airwoman qui lancent l'entité d'Airwoman Entrepreneur. Donc, justement, pour pouvoir accompagner avec beaucoup plus d'outils appropriés celles qui sont entrepreneurs. Sachant que chez d'Airwoman, on a l'entité d'Airwoman Handicap, l'entité d'Airwoman Jeune, l'entité d'Airwoman Afrique, Moyen-Orient, mais que tout le monde, par contre, notre singularité, c'est de mélanger tout le monde. Voilà, c'est qu'on peut être jeune, entrepreneuse, en situation de handicap, et donc on est partout. Et c'est ça d'Airwoman, et que tout le monde s'entraide, et que tout le monde amène sa propre singularité,
qui va aider à révéler la nôtre. Donc, c'est la puissance de toutes ces singularités pour aller plus haut, plus fort, toutes ensemble. Alors, merci Bénédicte. Bonjour à Beyrouth qui me manque tant. Bonjour Zéna qui est aussi de Beyrouth et qui nous regarde. Je remonte le livre. C'est un très beau livre. En plus, c'est un très beau livre. Il n'est pas cher du tout. Il est à 32 €. N'hésitez pas. C'est un beau cadeau parce qu'il y a plein d'aquarelles dedans. Allez sur le site d'Airwoman. On mettra un lien sur le site de Bénédicte. Et puis, là, il y avait une question, donc ça quand même très importante. Comment on fait pour acheter les objets que tu vends? C'est par ton site aussi, hein? Sur le site, et puis là, je suis à Beyrouth, mais je ramène avec moi une 50aine de kilos de lampes qui seront donc sur le site dans 10 jours à peu près. Les dernières, les verres de l'air. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'était vraiment super. J'étais contente à bientôt, de à bientôt. Tu nous feras une dédicace, tu nous feras. Oui, ouais, dédicace dès qu'on pourra faire du présentiel, on fera un déjeuner ou une petite soirée autour de Bénédicte. Merci à tous de nous avoir suivis.